personnes, ces 6 adjoints plus le directeur, sont les seules personnes qui sont habilitées en fin de chronologie à appuyer sur un bouton pour tout arrêter et arrêter les opérations de lancement, voire les reporter au lendemain. C'est quand même une opération avec des responsabilités, en plus du fait que j'avais un département de 65 personnes. C'est vraiment une période professionnelle qui a été passionnante pour moi, je dirais même exaltante, avec on était un peu sous les feux de la rampe, vraiment des responsabilités, puis vraiment l'esprit, on avait l'impression de faire quelque chose qui servait, avec des objectifs très précis, qui étaient le tir de fusée. Donc j'y serais bien resté, je suis resté 3 ans et demi, j'y serais bien resté plus longtemps, mais il s'avère que un jour, en fin 88, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue de Thales Alenia Space qui cherchait à étendre son domaine d'activité dans le domaine des opérations satellites, notamment pour le programme Syracuse 2, et cherchait un expert qui avait une expérience dans les opérations et qui en plus connaissait le CNES. Ça tombait bien, je faisais bien l'affaire. Donc j'ai décidé de faire le saut, c'est-à-dire de quitter Kourou, de revenir en métropole et surtout de passer dans le privé. Donc là, j'ai quitté le CNES, qui est une agence publique, pour passer dans le privé. Et j'ai démarré donc de 89 à 95, j'ai fait en tant qu'expert opération pour le programme Syracuse 2. Le programme Syracuse 2, c'est un programme militaire. Donc là, c'est vraiment un autre monde. Je suis passé d'un monde où on faisait des opérations où on ne pouvait pas se permettre d'avoir plus d'un jour de retard sur les actions, parce que sinon ça mettait en péril la date de tir, à des programmes qui durent plusieurs années, qui durent 5-6 ans de développement, où vous êtes dans une grosse entreprise, un peu isolée, et où finalement le planning, vous n'êtes pas à 3 mois près de retard. Bon, ça m'a fait un peu drôle, mais bon, je m'y suis fait. Alors, en 96, là, il y a eu une opportunité formidable. Thales Alenia Space a signé un gros contrat avec un client américain qui s'appelait Warspace, qui a commandé 3 satellites. Bon, ce client avait un gros budget, mais il partait de rien. Il avait aucune équipe, il avait aucun segment sol de contrôle, il avait rien. Donc, ce contrat important qu'a signé Thales avait 2 branches, une branche pour la fabrication des satellites et une autre branche pour les opérations de ces satellites, la formation de l'équipe client, la qualification des procédures opérationnelles, la mise en place d'un centre de contrôle, initialement qui était prévu à Toulouse, mais après qui a été migré à Washington, aux États-Unis. Donc là, j'ai pris en charge ce contrat avec plusieurs nouveautés pour moi. J'ai embauché une équipe. Donc c'est moi qui ai défini les postes, c'est moi qui ai passé les entretiens. J'ai embauché une petite équipe d'environ 15 ingés, chacun avec une spécialité, informatique, opération satellite, opération sol, etc. Cette petite équipe, donc on a préparé tout ce qui était procédure d'opération des satellites, et ensuite on a migré pendant 1 an à peu près à Washington pour faire une qualification technique et une qualification opérationnelle du centre de contrôle, et ensuite prendre la main du satellite quand il était lancé, et faire les 6 premiers mois d'opération, tout en formant le client américain. Donc ça, c'était une expérience assez enrichissante, et assez formidable aussi, à l'étranger, avec des problématiques d'équipe, notamment d'équipes à l'étranger en détachement, qui sont pas forcément des problématiques techniques, mais des problématiques un peu relationnelles. Ça m'a amené en 99. En 99, nouvelle opportunité. Thales Alenia Space, c'est une boîte américaine qui s'appelait Loral à l'époque, qui s'appelle Maxar aujourd'hui, décide de monter une start-up qui s'appelait Europstar Limited, basée à Londres. Donc une petite start-up pour faire opérateur de satellites. Donc là, on m'a demandé si je voulais bien prendre en charge la direction du centre d'opération qui était à Toulouse. Le siège était à Londres, mais le centre d'opération, alors pas que les opérations satellites et les opérations également mission, c'est-à-dire en interface avec les clients. Donc c'était un gros centre d'opération à Toulouse. Donc là, j'ai accepté, j'ai pris la direction du centre d'opération d'Europstar à Toulouse.
Là, c'était donc j'étais pas aux manettes directement, hein, je sous-traitais à des personnes qui faisaient les opérations. J'avais plutôt en charge de tout le contrat avec différents, donc le centre de Toulouse qui était le principal centre, mais avec des stations un peu partout dans le monde, notamment des stations de surveillance de trafic. J'en avais une en Inde, une en Jordanie, une en Afrique du Sud et une à Singapour. Donc ça, c'est une expérience intéressante. Je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire j'étais devenu client de Thales et surtout j'étais devenu dans une startup qui faisait du service. Et les problématiques, on en reparlera, de service, ça n'a rien à voir avec les problématiques de satellite manufacturer, de constructeurs de satellites. C'est-à-dire on n'est plus dans la technique, mais on est dans le service. Pour vous donner une anecdote, quand vous êtes chez un constructeur de satellites, on vous demande de faire un satellite qui soit ultra performant et qui a un taux de fiabilité, je vais dire un truc au hasard, de 99,9%, ce qui est en général toujours vérifié. Seulement le problème, c'est que 99,999, ça vous laisse quand même sur une année un trou d'une heure, par exemple. Vous pouvez avoir une heure d'interruption du satellite sur une année, vous êtes tout à fait dans les clous de la probabilité de la fiabilité du satellite. Seulement quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous êtes prestataire de service, cette heure d'interruption de satellite, si elle est à 3 heures du matin, ça pose pas de problème. Et si elle est au prime time de 8 heures du soir, quand vous faites de la télévision, c'est mortel. Donc voilà, c'est des problématiques comme ça qui sont pas forcément comprises des ingénieurs, ingénieurs au sens large, hein, c'est-à-dire des ingénieurs qui font du développement technique. Donc ça, c'était chez Europstar. Malheureusement, bon, c'était en 2006, cette start-up a été vendue à une boîte américaine, à Telsat, une grosse boîte dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, bah voilà, dans ces cas-là, ils ont racheté les satellites, mais ils n'ont pas repris le personnel. Donc là, je suis revenu chez Thales à Enya Space. Et là, j'ai pris une fonction d'acheteur de fusées. Donc c'est un métier un peu spécial, super passionnant, très spécial. On est 3 en France à faire ça, hein. Il y en a 2 chez Airbus Satellite à Toulouse et puis moi pour Thales Alenia Space. Et dans le monde, on est moins de 10 à faire ça. Donc c'est vraiment un métier très spécial, acheteur de fusées. J'y reviendrai dans le chapitre fusée. Après, j'ai fait une petite interruption de 2014 à 2016 où on m'a demandé également de prendre en charge la responsabilité du contrat d'intégration d'une constellation, qui était la constellation des satellites Iridium, où on a construit 81 satellites, mais le client nous avait imposé de fabriquer, enfin d'intégrer l'intégration finale de ces satellites, qu'elle soit faite aux États-Unis. Donc on a passé un contrat avec une boîte qui s'appelle Northrop Grumman à Phoenix. Et ce contrat d'intégration, qui est quand même un contrat qui chiffrait à plus de 144 millions de dollars, hein, j'en avais la responsabilité, donc j'ai suivi ça jusqu'au lancement des derniers satellites. Ça me permettra de revenir sur les constellations, puisque c'est un peu l'avenir, notamment pour le lancement des constellations, qu'est-ce que ça implique, etc. Ensuite, en 2017 jusqu'en 2020, je suis revenu à ma fonction de lanceur, mais avec une casquette un peu plus support commercial, parce que les constructeurs, les grands constructeurs dont Thales Alenia Space sont rendus compte, j'avais prêché depuis des années, mais ils s'en sont enfin rendus compte, que si on veut vendre un satellite, il suffit pas de faire un satellite techniquement irréprochable, pas cher. Il faut que le satellite soit parfaitement, qui colle parfaitement bien avec un lanceur disponible et si possible le moins cher possible. Donc en fait, c'est le couple lanceur-satellite qui compte pour le client final. Un client qui achète un satellite, il ne faut pas lui dire je vous amène le satellite dans la cour et vous vous débrouillez pour le lancer. Non, ça c'est rédhibitoire. Il faut soit lui dire je vous amène le satellite et vous avez tel lanceur pour le lancer à tel prix, soit mieux encore, vous avez le contrat lancement et vous le livrez en orbite. Vous livrez le satellite en orbite. Mais tout ça pour dire que maintenant, on voit un développement de plus en plus grand entre le fait, notamment pour les constellations, que si vous voulez vendre des satellites pour les industriels, alors ça c'est aussi bien c'est vrai pour Airbus pour Airbus Satellite que pour Thales et les 2 groupes et pour les Américains, il faut absolument s'inquiéter dès le départ, avant de signer le contrat satellite, sur quoi vous allez le lancer et à quel prix, à quelle échéance. Notamment, il est hors de question de faire un satellite qui ne soit pas lançable. Bon, ça, c'est la moindre des choses.
Mais si possible, il faut faire un satellite. Il faut suivre l'évolution du monde des lanceurs pour savoir ce qu'on pourrait faire comme satellite qui collerait le mieux avec le marché des lanceurs qui est en train de se développer. Donc voilà, j'ai principalement une casquette opération, mais je me suis quand même occupé d'achat de fusées, j'ai fait des opérations à Kourou, j'ai fait des suivis de contrats, notamment 2 gros contrats, pour un à Washington et l'autre à Phoenix, avec les Américains. L'historique du spatial. Bon, alors le spatial, bon déjà, pour que ça soit clair pour tout le monde, l'espace, ça démarre à peu près à 100 km. Parce qu'on me pose souvent la question, bon, disons 100 km de haut. Le spatial, c'est une aventure exceptionnelle qui a été menée par des visionnaires. J'ai pas peur de dire ça parce qu'il y a eu quand même quelques personnes, là je vous en ai mis 4, dont 3 que je connais bien, que j'ai côtoyés, qui ont été pour moi, alors il n'y a pas que ces 4-là, hein, mais j'ai mis ces 4-là parce que notamment le dernier, vous devez le connaître, Elon Musk, mais les autres, donc le premier, Wernher von Braun. Wernher von Braun, je l'ai pas connu lui. C'est le monsieur qui a développé la première fusée dite vraiment fusée au sens fusée, c'est-à-dire la fusée qui décolle à la verticale avec là, on voit, c'est la fusée V2 qui a été développée dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, évidemment, cette fusée, c'était une fusée qui était plutôt un missile intercontinental, hein. Je vous rappelle que cette fusée, elle était faite pour lancer donc qui travaillait au CNES, hein, c'est le père d'Ariane. Et le dernier, que vous connaissez sûrement, hein, Elon Musk, donc lui, je le connais aussi, hein, j'ai eu l'occasion de dîner avec lui, puis je lui ai acheté pas mal de fusées. C'est monsieur SpaceX. Alors lui aussi, c'est monsieur complètement disruptif, hein. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même le monsieur qui a décidé un jour de faire des fusées qui décolleraient, qui reviendraient à la verticale, qui plus est sur un bateau. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est quelques visionnaires, des gens qui ont à un moment donné décidé de se lancer dans l'espace en dehors du train-train nominal. Alors là, je vous ai mis quelques définitions qu'il faut avoir en tête, parce que quand on parle de l'espace, il faut avoir en tête quelques définitions. Je ne veux pas vous en mettre trop, mais une puissance spatiale. Vous avez dû entendre parler de temps en temps d'une puissance spatiale. La France est la 3e puissance spatiale au monde, hein, parce que en 1965, on a lancé notre premier satellite à partir du sol français. Enfin, c'était à Maguire, au Sahara. Premier satellite qui s'appelait Astérix, je crois, et à partir avec une fusée française. Une puissance spatiale, c'est pas une puissance qui est capable de faire un satellite. C'est pas une puissance qui est capable d'avoir un site de lancement. C'est une puissance qui est capable d'avoir de quoi lancer un satellite, donc un lanceur, et capable de le lancer depuis son territoire. Donc c'est ça une vraie puissance spatiale. C'est quelqu'un qui est capable de lancer un satellite lui-même depuis chez lui. Un satellite, c'est un objet tournant autour de la Terre ou de la planète. 2 choses à retenir quand même à peu près par cœur quand on travaille dans le spatial. La vitesse de satellisation, 7,9 km/s. Si vous lancez quelque chose dans l'espace, n'importe quoi, à moins de 7,9 km/s, ça retombe. Ça retombe automatiquement. Au-delà de 7,9 km/s, c'est satellisé autour de la Terre. Ensuite, vous avez une deuxième vitesse qui est la vitesse de libération, 11,2 km/s. C'est la vitesse à partir de laquelle votre objet il quitte l'attraction terrestre. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez envoyer un satellite sur la Lune, il faut aller au-delà de 11 km dessus. Sinon, votre satellite il continue à tourner autour de la Terre. Les lois de Kepler, bon, on y revient, on ne va pas rentrer dans le détail trop technique, mais c'est les lois qui régissent le mouvement d'un satellite autour d'une planète. Donc, on verra ça quand on abordera les opérations de mise à poste. Un lanceur, c'est un engin capable de lancer un objet d'un point A à un point B sur une orbite déterminée. Alors, il ne faut pas confondre fusée et lanceur. Une fusée, c'est soit un missile intercontinental, soit un lanceur. La différence, c'est que le missile intercontinental, c'est une fusée qui part en l'air, en général avec une bombe atomique en haut, et qui redescend le plus loin possible. On a atteint le summum des fusées avec la fusée Titan II qui a été développée dans les années 65-70, 65 plutôt par les Américains. C'est une fusée qui faisait 150 tonnes et les Américains avaient comme cahier des charges de pouvoir lancer 3 tonnes 5, qui était le poids de la bombe thermonucléaire américaine, à 10 000 km.
C'est une fusée de 150 tonnes quand même. Elle aurait très bien pu aller dans l'espace, mais non. C'était bon. Donc ça, c'est un missile intercontinental. Et la deuxième partie, un lanceur. Donc ça, un lanceur, c'est pour lancer des satellites, donc pour lancer des objets qui ne retombent pas. Une base de lancement, c'est pas seulement un pas de tir. On y reviendra après. C'est un ensemble de bâtiments, de moyens techniques sur un lieu donné. En général, un ensemble très vaste en termes de superficie. Et un opérateur, c'est une entreprise privée qui propose des services via un ou plusieurs satellites. Voilà, donc quelques définitions. Bon, à la fin de ma présentation, je suppose, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Bon, l'historique du spatial. Le développement de la conquête spatiale, ça nécessite une vision, un rêve. Une vision, un rêve, il y a des gens qui ont une vision, un rêve, notamment, bon, faut pas se leurrer, c'est surtout les Américains. Les Américains, ils ont eu la vision, ou plutôt le rêve d'aller sur la Lune, ils y sont allés. Ensuite, ils ont eu la vision de faire une navette spatiale qui était en gros un avion qui décollait comme une fusée, qui réatterrissait comme un avion. Aujourd'hui, je dirais que la vision, c'est d'aller sur Mars. D'ailleurs, vous avez sur la photo, vous avez le Starship qui est développé par Elon Musk, par SpaceX. C'est une énorme fusée qui a la taille de Saturne V pour aller sur Mars. Ensuite, il vous faut une volonté politique. Typiquement, c'est ce qu'avaient les Américains et les Russes dans les années 60-70. Parce que bon, si vous n'avez pas une volonté politique derrière avec une volonté politique, une politique spatiale forte, vous faites du spatial à la petite journée, je dirais. Et ensuite, enfin, il faut un budget conséquent. Le budget, par exemple, des Américains, quand ils ont décidé d'aller sur la Lune, j'ai pas le chiffre du budget, mais je peux vous dire que c'était 400 000 personnes pendant 10 ans. 400 000 personnes qui travaillaient sur le programme pendant 10 ans. Ça vous donne à peu près c'était le budget qui était au moins équivalent du budget qu'ils avaient mis pour faire le débarquement en Normandie. C'est un truc énorme. Mais là, pour faire ça, il faut vraiment une volonté politique. Les dates clés. Alors là, j'en ai mis les premières. Alors 44, 44, c'est le premier décollage d'un V2. Là, vous avez la photo d'un décollage de V2. Donc la première fusée qui a été faite par Werner von Braun, l'école d'Allemagne. 57. Alors 57, c'est le Spoutnik. Le Spoutnik, bon, dans l'esprit de tout le monde, c'est le premier satellite, mais c'est beaucoup plus que ça. 57, c'est le début. Pour moi, c'est le T0 du spatial. Le spatial, pour moi, il a 63 ans aujourd'hui. Le T0 du spatial, c'est octobre 57, la première fois qu'on met un objet en orbite autour de la Terre. Alors, ça peut paraître anodin, ce satellite, mais il faut savoir que jusqu'en 57, les Américains avaient développé des fusées, mais développaient des fusées uniquement pour aller balancer des bombes atomiques à 10 000 km. Les Russes faisaient exactement la même chose, parce qu'il y avait que deux puissances spatiales, l'URSS et les Américains. Mais bon, l'espace, c'était pas vraiment l'objectif des Américains, l'espace. C'était pas leur priorité de leur priorité. En octobre 57, c'est un traumatisme en Amérique. Un traumatisme. C'est le Pearl Harbor du spatial ou le 11 septembre 2001 du spatial. Tout d'un coup, les Américains s'aperçoivent que les Russes font tourner autour de leur tête à peu près toutes les 90 minutes un objet qu'ils peuvent pas atteindre parce qu'il est à peu près à 220 km d'altitude, donc ils peuvent pas le détruire. Et ils tournent en permanence autour de leur tête. Ça a été vraiment un traumatisme. Ici en France, on s'en rend pas compte, mais aux États-Unis, ils se sont rendus compte que tout d'un coup, les Russes, parce que pour eux, le Spoutnik, ça pouvait, dans l'esprit des Américains, ça pouvait très bien être une bombe atomique qui tournait autour de leur tête en permanence. Donc, à partir de 57 jusqu'en 69, qui a été la revanche des Américains, il y a eu en 61, vous avez Gagarine. Entre-temps, vous avez eu Laika. Je profite pour faire un petit clin d'œil. Là. Ça a été entre 57 et 61, ça a été une série d'humiliations subies par les Américains, par les Russes. C'est-à-dire que les Russes ont été les premiers à lancer un satellite. Ensuite, ils ont été les premiers à lancer une chienne. Ensuite, ils ont été les premiers à lancer un homme. Ils ont été les premiers un certain nombre de fois. Et à chaque fois, les Américains étaient en retard. Les deuxièmes. Ça nous a amené en 62. En 62, Kennedy a tapé un grand coup du poing sur la table en disant c'est pas possible. Il va falloir qu'on mette la barre très, 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 très haut de manière à ce que les Russes puissent pas l'atteindre et qu'on arrive les premiers.
Et en 62, Kennedy a fait son fameux discours en disant, avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant la fin des années 60, avant 1970, on enverra des Américains sur la Lune, on les fera marcher sur la Lune et on les ramènera vivants. Bon, dire ça en 62, il n'y avait pas de calculette, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était là le crayon de papier et la gomme encore. C'était le début de la règle à calculer, mais bon, il y avait rien. C'était en plus en 62, les fusées qui existaient en 62 faisaient maximum la Titan 2 faisait 150 tonnes. Là, sur la photo, vous avez une Saturne 5 qui fait quand même 3950 tonnes au décollage. Donc, faire ça en 62, dire en 62, dans 8 ans, on va aller sur la Lune, on va y aller et en revenir vivant, c'était vraiment un challenge incroyable. Mais bon, ils ont battu à plat de couture les Américains en 69, les Russes en 69. Alors ensuite, bon, j'ai mis des grandes phases. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je fais des phases 10 ans, par décennie. Bon, la première décennie, je dirais 57-69, c'est la course. USA, il y a que deux puissances vraiment spatiales dans le monde, c'est l'URSS et les Américains, et c'est la course. Donc les Américains ont démarré la course en retard, en 57. Ils ont été longtemps en retard, mais finalement, en 69, ils sont arrivés premiers sur la Lune. Les Russes avaient essayé de développer aussi une fusée qui s'appelait la N1 de mémoire pour aller mais cette fusée a jamais marché. Donc ils ont laissé tomber. Les Américains sont arrivés sur la Lune et ils ont battu les Russes à plat de couture. Mais bon, ça a été vraiment la course. Et puis on était en pleine guerre froide. Les années 70-79, bah alors là, c'est l'heure de gloire de la NASA. L'heure de gloire de la NASA, hein, je vous ai mis une image. Il y a quand même au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2020. Au jour d'aujourd'hui, il y a que 12 hommes, 12 Américains qui ont été sur la Lune. Pas un de plus, pas un de moins. Et il y a personne d'autre qui est retourné depuis. Donc c'était vraiment l'heure de gloire de la NASA. C'est l'époque de l'homme dans l'espace. Alors c'est aussi l'époque de doute de l'Europe pour les lanceurs. Alors là, je m'explique. Je vais faire un petit quand même sur les lanceurs. Dans les années 70, l'Europe avait décidé de développer un lanceur européen qui s'appelait Europa, qui avait un étage allemand, un étage anglais et un étage français. Chaque étage marchait parfaitement bien. C'est-à-dire que chaque pays avait développé son étage, ça marchait parfaitement bien. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de chef, de programme, et que quand on a mis ces trois étages ensemble pour faire une fusée, eh ben ça n'a jamais marché. On a fait trois essais, ça a fait 3 échecs. Ça nous a amené en 75 où les Anglais ont dit bon bah là on laisse tomber. De toute façon nos satellites on les fera lancer par les Américains, ils ont des lanceurs. Donc il s'est retrouvé en gros autour de la table l'Allemagne et la France. Bon l'Allemagne était pas contre pour poursuivre, mais bon je dirais de manière assez tiède. Et la France a pris le leadership en 75 en décidant de développer un lanceur qui s'est appelé Ariane. Mais c'était pas gagné par avance. Il y a eu un petit événement quand même qui a déclenché cette affaire. Bon là, je fais un petit peu aussi d'histoire rapide. En 74, on a lancé un satellite qui s'appelait Symphonie, un satellite de télécom. Normalement, ça devait être un satellite télécom franco-allemand. Hein. Il y avait 2 satellites pour faire du commerce en télécom. On devait le lancer avec la fusée Europa. La fusée Europa marchant pas, on s'est tourné vers les Américains. Les Américains ont dit bah, écoutez, messieurs les Français, c'est gentil, on veut bien vous lancer votre satellite, mais vous ferez pas de commerce avec. Ah. Donc, on l'a lancé, mais on n'a pas fait de commerce avec. Et là, on s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Si on veut une indépendance, il nous faut un lanceur. Donc, la France a décidé de lancer le programme Ariane, qui est abouti le 24 décembre 79 par le premier tir Ariane. Mais bon, il y a eu des doutes. Hein. Il y a un moment donné, il y a eu un petit moment de flottement dans les années 75. 80-89, ça c'est le développement d'Ariane. Là, vous avez une fusée Ariane 4 44 LP qui est tirée de Kourou. 44 LP, vous avez 2 propulseurs à poudre, 2 propulseurs liquides plus le corps de la fusée. Donc là, c'est le développement d'Ariane. C'est les années navettes, les stations orbitales, Mir et Skylab, et c'est surtout la grande période de développement des applications. Télécom, navigation, observation. Ça, c'est les années 80-89. Les années 90-2000, c'est un peu la fin du rêve au spatial. Il y a une petite période où le spatial fait plus trop rêver, on fait du business.
je vous ai mis une fusée Ariane 5. On fait du business, c'est la place aux affaires. Ariane rafle la mise sur le marché des lanceurs commerciaux. Donc, Ariane a plus de la moitié du marché commercial de lancement de satellites. Et il y a le marché des satellites de télécom qui est en pleine expansion. Alors, je reviens sur l'histoire d'Ariane. Ariane rafle la mise parce que les fusées russes sont pas trop fiables et les Américains avaient placé tous leurs œufs dans le même panier qui était la navette spatiale. Et donc, ils avaient un peu arrêté le développement des fusées. C'était pas franchement un bon choix. C'était un bon choix pour lancer des cosmonautes. C'était un bon choix pour fabriquer, pour mettre en place la station spatiale internationale. Mais pour lancer des satellites, il y avait qu'Ariane et qui a raflé la mise. Donc là, c'était vraiment les grandes heures de gloire d'Ariane. Les années 2000-2009, bon, la construction de la station spatiale internationale. Donc c'est les années on a beaucoup de développement de coopération internationale. Les Russes avec les Américains, les Français avec les Américains, bon, principalement. On voit apparaître les premières constellations de satellites, alors qu'auparavant, tout ce qui est satellite, notamment de télécom, c'est des satellites géostationnaires uniques ou plus 2 satellites. Et on voit apparaître des constellations en orbite basse, j'en reviendrai là-dessus. Donc les premières constellations, je rappelle, en télécom, c'est les constellations Globalstar et Iridium, première génération. Et puis, il y a une petite pause de la conquête spatiale. Et puis, enfin, dans la fin des années 89, je dirais, c'est la fin de ce que j'appelle le all space, c'est-à-dire le spatial un peu comme on l'a connu dans les premières années. 2010-2019, donc jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on voit un essor privé dans les lanceurs. Donc, c'est la première fois qu'on voit des entreprises privées qui se lancent dans la fabrication de fusées, alors qu'auparavant, c'était surtout les États. C'est que les États. On a une revanche de la Russie sur les Américains. Alors, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais entre 2010 et 2019, c'est-à-dire 2011, c'est la fin de la navette, pour aller dans l'espace, sur la station internationale, vous partiez avec les Russes ou vous partiez pas. Il y avait que les Russes qui étaient capables de lancer des hommes dans l'espace, parce qu'il y avait plus que les Russes qui avaient des fusées, donc les fusées Soyouz, pour lancer des hommes dans l'espace. Donc les Américains payaient. Chaque fois qu'ils partaient dans l'espace, ils payaient un chèque conséquent, de l'ordre de 90 millions de dollars par personne pour lancer un Américain dans l'espace sur une fusée Soyouz. Donc là, la Russie avait des grands sourires et surtout, les Américains avaient perdu la possibilité de lancer des gens dans l'espace. Alors, je parle pas des Chinois qui, eux, lancent leur propre taïkonautes, mais bon, les Chinois, ils font leur monde un peu à part. Il y a eu une très grosse concurrence dans les lanceurs et la fin de l'âge d'or d'Ariane dans les années 2010-2019. Là, c'est là qu'on voit apparaître SpaceX. Et je dirais qu'Arianespace a fini de manger son pain blanc. Et puis, on a le début du New Space. Alors, le New Space, c'est le PPP, c'est le partenariat privé-public, c'est-à-dire le développement. Vous avez des milliardaires américains, donc pour en citer 2, Jeff Bezos et Elon Musk, qui décident d'investir leur fortune ou une partie de leur fortune dans le développement de fusées. Bon, ça, faut vraiment être aux États-Unis pour voir des trucs pareils. Il y en a d'autres, depuis, il y en a eu d'autres. Il y a Branson qui a fait Virgin Orbit, puis d'autres encore maintenant qui développent des fusées de manière privée. Donc c'est ce que j'appelle le New Space. Alors sur la droite, vous avez le Roadster d'Elon Musk qu'il a lancé avec sa fusée Falcon Heavy avec un mannequin. Donc Elon Musk, il a lancé une Falcon Heavy qui est une des plus grosses fusées actuellement au monde, qui s'est payé lui-même. Il a juste mis son ancien Roadster dans la coiffe et il l'a satellisé. C'est pour le fun. Les satellites. Donc là, on a fait un parcours un peu de l'histoire du spatial rapide, mais bon, pour vous donner les grandes phases. Donc le spatial, ça a 63 ans. Ça a 63 ans aujourd'hui. On n'est qu'au début. Il y a eu des phases de conquête, des phases de ralentissement, mais bon, on n'est qu'au début. Le satellite. Donc là, vous avez une image d'un gros satellite européen qui est un satellite radar. Là, vous avez une image de différents types de satellites. C'est le satellite Thales. Bon, vous avez une station sol contre les satellites. Bon, là, j'ai mis un avion. C'est pas un satellite ni la Montgolfière. Le premier gros satellite aujourd'hui, c'est la Station spatiale internationale, qui est à peu près 440 km. Ensuite, vous avez des satellites en orbite Léo qui sont aux alentours de 700. J'y reviendrai. Après, il y a une grappe de 3 satellites, c'est pour les constellations.
Vous avez un satellite à 2000 km qui est un satellite également de télécom, et puis les satellites de télécom à 36 000. Je vais revenir en détail. Les satellites de télécom, ça va du plus petit au plus gros. J'ai mis 2 images. Un petit satellite, le plus petit qui se font aujourd'hui, c'est les satellites, les CubeSat, qui font en gros 10 cm sur 10 cm sur 10 cm et qui pèsent quelques kilos. Ça se fait, ça aujourd'hui, c'est vraiment la nouveauté, ça se développe beaucoup. Puis à la droite, vous avez un satellite qui doit faire dans les 6 tonnes, un gros satellite de télécom. Là, vous avez une architecture d'un système de communication par satellite. Donc, un système de télécommunication par satellite, bon, déjà, il faut des lanceurs pour les lancer. Vous avez un satellite, vous avez un centre de contrôle pour contrôler les satellites, parce que les satellites, ça se contrôle. Ça reste pas tout seul en l'air comme ça, sans rien faire, parce que sinon, au bout de 2 semaines, il est foutu. Vous avez un segment utilisateur, donc c'est tous les utilisateurs qui ont une petite antenne, soit sur le toit de la maison, soit dans un bateau, sur un camion. Vous avez un segment terrestre qui est avec un Network Control Center, donc c'est le segment d'opération qui contrôle je dirais la charge utile du satellite et qui est en liaison avec les utilisateurs, et donc qui est relié à des antennes, elles qui sont pas des antennes de contrôle mais des antennes de trafic. Et puis vous avez les réseaux terrestres. Les satellites, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres. Bon là, vous avez un petit tableau qui vous donne, bon déjà le premier camembert à gauche, il vous donne à peu près la répartition entre ce que c'est satellites commerciaux, satellites institutionnels, plus une petite partie de satellites militaires, plus dual, ça veut dire moitié militaire, moitié civil. Vous voyez à peu près 45% de commerciaux et 37% de civils institutionnels. Ensuite, vous avez une répartition sur le camembert de droite sur les orbites. Alors, vous voyez bien que la plus grosse orbite, enfin l'orbite où il y a le plus de satellites, c'est l'orbite LEO, l'orbite Low Earth Orbit, c'est-à-dire aux alentours de 800 km. L'orbite GTO, c'est que 7%. Les orbites, j'y reviendrai. Et ensuite, en bas, vous avez le nombre de satellites par application. Vous voyez les 3 grosses applications, c'est les applications télécom, les applications d'observation de la Terre et les applications technologiques. Bon, après, vous avez la masse. Bon, c'est moins intéressant. La structure d'un satellite, rapidement, tous les satellites ont la même structure. Tous les satellites se composent de 2 parties. Une partie charge utile et une partie plateforme. La charge utile, c'est la partie noble du satellite, c'est ce qui fait la mission, c'est-à-dire celle qui reçoit et retransmet les signaux. Et la plateforme, c'est un peu le bus, c'est-à-dire, on appelle ça d'ailleurs un bus, ça assure le fonctionnement de la charge utile. C'est dans lequel on met la charge utile, ça assure l'alimentation électrique, ça assure le positionnement, etc. Donc, si je détaille un peu la plateforme du bus, vous avez différents sous-systèmes dans le bus. Vous avez la propulsion, donc vous avez des petits moteurs sur les satellites pour le tenir maintien en orbite. La puissance électrique, évidemment, et les panneaux solaires avec également des batteries. Le système de contrôle et de régulation thermique. Alors ça c'est le truc. Faut savoir qu'un satellite géostationnaire, en 24 heures, tous les 24 heures, il passe de à peu près moins 120 à plus 140 sur chaque face. Donc, à l'extérieur du satellite, vous avez, quand il est au soleil, ça chauffe à plus 140 degrés. Et quand il repasse à l'ombre 6 heures après, ça descend à moins 120. Et il faut qu'à l'intérieur du satellite, le tout soit régulé à peu près à 25 degrés. Donc, la régulation thermique d'un satellite, c'est quelque chose de pointu. Ensuite, le contrôle d'attitude et d'orbite. Vous pensez bien qu'un satellite qui a 36 000 km, s'il se dépointe de ne serait-ce qu'un demi-degré, eh ben, au sol, ça fait 300 km en gros. Donc, il faut un contrôle d'attitude. D'orbite, c'est moins grave, mais d'attitude ultra pointu, ultra pointu. Ensuite, vous avez le système de télécommande et de télémesure, parce qu'on envoie des télécommandes sur satellite pour faire des actions, puis on reçoit des télémesures, et la structure. La charge utile, en gros, la charge utile, c'est toujours la même, enfin, pour les télécoms, des répéteurs et des antennes. Là, vous avez une vue éclatée d'un satellite de télécom, donc avec les antennes en haut. Donc, la charge utile à l'intérieur de la boîte, qui est représentée là par une sorte de cube. Et autour de la boîte, vous avez soit des surfaces radiatives pour évacuer la chaleur de l'intérieur du satellite vers l'extérieur, ou soit de la MLI, de la surface, ça veut dire multi-layer isolation, c'est de la surface isolante pour protéger notamment du soleil pour pas que ça rentre à l'intérieur. Les panneaux solaires, les antennes. Vous avez aussi des réservoirs de carburant et de comburant qui servent à la mise à poste, également pour tout ce qui est manœuvre de maintien à poste. J'accélère un peu, mais on y revient.
chaque domaine mériterait 1h30 de discussion. Alors la charge utile, c'est l'élément principal pour assurer la mission. Là, je vous ai mis une image d'une grosse charge utile de télécom. Vous voyez, c'est quand même assez gros. Vous avez la taille du bonhomme. Donc là, vous avez une sorte de U. Tous les équipements électroniques sont à l'intérieur. Ce U, il va être contrôlé thermiquement. Et le trou que vous voyez au-dessus, c'est le trou par lequel vont passer les 2 gros réservoirs d'ergols qui servent au maintien à poste et à la mise à poste. Et au-dessus, donc, vous avez les antennes et de chaque côté, vous avez des panneaux solaires. Donc, les éléments principaux pour assurer la mission, bon, vous avez différents types de charges utiles. Bon, la plus connue, c'est les télécoms. Vous avez des charges utiles radar, donc un radar. Vous avez des charges utiles optiques, donc surveillance optique, donc c'est une grosse jumelle. Bon, c'est radar et optique, faut pas se leurrer, même si officiellement c'est pour faire de la cartographie, c'est surtout des satellites militaires. Des satellites de surveillance électronique principalement, donc ça c'est des satellites militaires. Des satellites, ce que j'appelle un satellite de transport humain ou matériel, parce que par exemple la capsule qu'envoient les astronautes, c'est un satellite, c'est le transport humain. Vous avez aussi des capsules Dragon pour envoyer du matériel sur la station spatiale internationale, c'est des satellites. Puis des satellites scientifiques. Les évolutions majeures sur les satellites. Bon, d'abord, on voit une miniaturisation avec des nanosatellites. Le nanosatellite, c'est le petit satellite que je vais vous montrer là, qui pèse en 1 à 2 kilos. Donc ça, c'est un truc qui s'est développé, je dirais, il y a 5-6 ans. On en voit beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, les universités. Je sais pas si vous en faites à l'ICEN, mais il y a des écoles qui font des nanosatellites. Alors pourquoi des nanosatellites ? Ça coûte pas trop cher à lancer. C'est relativement facile à faire et ça permet de mettre la main à la pâte de toutes les techniques spatiales. La deuxième évolution majeure qu'on a vu apparaître il y a 5 ans, c'est la propulsion électrique. La propulsion électrique, on met maintenant de la propulsion électrique alors que jusqu'à maintenant on mettait de la propulsion chimique. Pourquoi ? Eh bien, quand vous lancez un satellite de télécom de 6 tonnes, vous avez à peu près 3 tonnes de fuel. Donc, dans ces 3 tonnes de fuel, vous avez à peu près 2 tonnes 7 qui servent à la mise à poste, à la circularisation de l'orbite. Être remplacé par à peu près 200 kg de xénon. Donc, vous allez gagner énormément de masse, de poids, et donc vous allez gagner, ça va chiffrer en plusieurs dizaines de millions de dollars en moins à lancer. Donc, par contre, alors ça c'est le côté positif. Et le revers de la médaille, c'est que ces petits propulseurs électriques, ils poussent très 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 peu. C'est l'équivalent d'un souffle sur une feuille morte. C'est-à-dire que vous allez pousser en permanence pendant environ 6 mois. Alors qu'avec une propulsion chimique, vous faites une mise à poste en 4 jours. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Mais bon, aujourd'hui, je dirais, le marché, c'est moitié-moitié, propulsion électrique ou moitié propulsion chimique. Troisième évolution qu'on voit sur les satellites, c'est la reconfiguration par logiciel bord, ce qu'on appelle les satellites software satellite design. Ça vous donne une grande flexibilité mission, parce qu'auparavant, le satellite, il était prévu pour 15 ans, vous le lanciez, puis une fois qu'il était en l'air, il n'est pas question d'y retoucher. Vous aviez un truc qui était figé, plus ou moins figé. Maintenant, on met beaucoup de logiciels bord avec les calculateurs qui changent les couvertures antennes, qui changent même la mission. Ensuite, vous avez une extension. Alors ça aussi, un truc tout nouveau, ça, une extension de durée de vie par moyen externe. Vous avez des ravitailleurs en ergol pour les satellites géostationnaires. C'est-à-dire, vous avez des satellites qui viennent se coller aux fesses des satellites quand ils n'ont plus d'ergol, que les réservoirs sont vides, plutôt que de les laisser tomber, enfin de les mettre sur une orbite cimetière. Vous avez un autre satellite qui vient se coller à lui, qui l'attrape et qui réassure le contrôle en orbite. C'est ce qu'on appelle un ravitailleur en ergol. Et ensuite, vous avez la nouveauté sur les satellites, c'est les lignes de production pour grosses constellations. Aujourd'hui, j'en ai cité une, là, c'est Starlink. Starlink, c'est une constellation qui est développée par Elon Musk, qui est une constellation de 12 000 satellites. Et donc, pour faire 12 000 satellites, on fait plus du tout comme, c'est plus de la haute couture, un satellite un par un. Là, on fait de la ligne de production qui ressemble plus à la ligne de production automobile. Les orbites.
Ah bah, les orbites, là je vous ai mis différents types d'orbites, on va y revenir. L'orbite Léo, donc là où il y a le plus de satellites, entre 400 et 2000 km. L'orbite Méo, 8000, 20 000, dans laquelle vous allez retrouver notamment à 20 000 km, vous allez retrouver l'orbite de tous les satellites de navigation, les GPS, les GLONASS, enfin les satellites de navigation, à 20 000 km, et l'orbite la plus connue certainement à Géo, à 35 786 km. C'est l'orbite qui fait que vous tournez, le satellite tourne exactement à la même vitesse que la Terre. C'est-à-dire que bien qu'il aille à peu près à 3 km secondes, vu d'une personne sur Terre, il est immobile, alors qu'il n'est pas immobile du tout. Enfin, c'est l'orbite géostationnaire. Ensuite, vous avez des orbites super elliptiques. Bon, je vais revenir un peu en détail. Donc, l'orbite géostationnaire la plus connue, mais la plus difficile à atteindre, parce qu'il faut aller à 36 000 km. Et en général, on n'y va pas directement, on passe par une injection en orbite. C'est pas Méo d'ailleurs, c'est GTO, une orbite intermédiaire. C'est la plus commerciale. Vous avez 90% des satellites de télécom qui sont sur cette orbite. Donc c'est une orbite avec principalement tous les grands opérateurs lanceurs satellites de télécom sur cette orbite. Bon, c'est des gros satellites qui sont dessus. C'est la plus réglementée au niveau de l'ITU. Donc l'ITU, c'est l'International Telecommunication Union. C'est donc l'organisme international de régulation des télécoms qui est basé à Genève. C'est elle qui vous donne des droits orbitaux pour les satellites de télécom. Et puis c'est des satellites à durée de vie assez longue, 15 ans minimum. Parce que bon, c'est des satellites qui coûtent cher. Donc il faut quand même qu'ils aient une durée de vie assez longue. Voilà, je vous ai mis une photo de la ceinture géostationnaire. Vous avez à peu près 450 satellites. Ils sont espacés de 2 à 3 degrés. Alors, ils sont pas répartis équilatéralement. Assez simple à comprendre. Vous avez un trou, notamment, au-dessus du Pacifique, parce que personne n'a intérêt à mettre un satellite au-dessus du Pacifique, vu qu'il n'y a rien en dessous. Par contre, vous avez des endroits avec plusieurs satellites dans la même fenêtre. C'est ce qu'on appelle des satellites colocalisés. C'est-à-dire que vous avez, notamment au-dessus des États-Unis ou au-dessus de l'Europe, des positions orbitales. SES, par exemple, a une position orbitale avec 5-6 satellites, parce que si vous avez 12 satellites, par exemple, comme SES ou Eutelsat, ou 12 ou plus, vous n'avez pas forcément 12 positions orbitales. Donc, il vous faut, une fois que vous avez l'acquisition d'une position orbitale par l'ITU, vous mettez plusieurs satellites sur cette position, ce qui pose des problèmes d'opération. Hein. Je vais pas détailler ça, mais bon, c'est plus difficile à contrôler plusieurs satellites dans la boîte qu'un seul satellite dans une boîte. Mais voilà, donc vous avez quand même un certain nombre de satellites sur l'orbite géostationnaire. Les autres orbites, alors il n'y a pas que l'orbite géostationnaire, il y a l'orbite Léo. Donc l'orbite Léo, 800-2000 km, c'est l'orbite où vous avez tous les satellites d'observation. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre. Si vous voulez observer quelque chose aux jumelles, plus vous êtes bas, mieux c'est. C'est les satellites où vous avez les constellations de satellites de télécom. Et vous avez des petits satellites scientifiques. Les constellations de satellites télécom, on les met en orbite. Les constellations, l'avantage de la constellation, alors il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut beaucoup de satellites, parce que c'est des satellites qui défilent, comme ils ne sont pas géostationnaires. Pour couvrir la surface globale du globe, il vous faut 3 satellites géostationnaires, ou alors il vous faut une constellation. Mais une constellation, il vous faut plusieurs plans orbitaux. Je prends par exemple Iridium, il y a 66 satellites en orbite. Sur un satellite géostationnaire qui redescend. Ensuite, vous avez l'orbite SSO, c'est une orbite spéciale qui est à peu près, c'est une orbite héliosynchrone pour l'observation optique. Tous les satellites d'observation optique sont en orbite SSO. C'est une orbite qui est entre 750 et 800 km d'altitude, inclinée à 92 degrés, polaire. Donc c'est une orbite polaire à 92 degrés. Alors pourquoi? C'est l'orbite typique qui fait que sur cette orbite, vous avez le mouvement du satellite qui est égal au mouvement de précession de la Terre, c'est-à-dire que vous allez avoir le satellite qui repasse sur un point donné du globe à chaque fois à la même heure. Alors, c'est idéal pour faire de l'observation optique. Ensuite, les orbites Méo à 20 000, c'est pour la navigation. Donc là, c'est un compromis entre beaucoup de satellites et peu de satellites. C'est pour ça qu'on les a mis à 20 000. Plus vous êtes haut, moins vous avez besoin de satellites. Par contre, bon, il faut quand même pas qu'il y ait un temps, il faut pas être trop haut non plus. HEO, c'est une orbite spéciale pour les Russes. C'est High Elliptical Orbit. Les Russes ayant un territoire qui est pas vraiment au-dessus de l'équateur, ils ont mis
notamment pour les latitudes élevées, il y a un degré d'élévation des antennes sol qui est trop faible. Donc, ils prennent des satellites en orbite elliptique qui sont donc des orbites qui sont pas géostationnaires, mais elliptiques. Et le GTO, alors c'est une orbite spéciale pour l'injection des satellites vers l'orbite géo. C'est une orbite, on verra ça après, elliptique, qui fait un apogée à 36 000 et un périgée environ à 200 km. Voilà, rapidement sur les orbites. Les applications, il y en a plein. Là, je vous ai mis un petit chiffre. En 2015, c'était plus de 335 milliards d'applications. Alors là, vous avez des applications pour les télécoms, pour le transport, le segment sol et les fusées. C'est un chiffre énorme quand même. C'est une industrie quand même qui génère de l'argent. Donc les applications civiles, alors j'ai mis une petite palanquée. Ça va de la radio, les réseaux pour les entreprises, les communications maritimes, l'observation de la Terre, la sécurité nationale, la sécurité de l'aviation, la télémédecine, le truc que tout le monde connaît, c'est le cellular backhaul, c'est votre petit téléphone portable qui reçoit le GPS, l'agriculture, le e-learning, donc pour l'enseignement, le satellite news gathering, ça c'est tout ce qui est reportage télévision avec un petit camion ou une petite camionnette qui a une petite antenne qui pointe le satellite. Ça, j'ai fait ça pas mal quand j'étais chez Europstar. Le VSAT, pour la réception de la télé, l'Internet, le disaster relief, c'est pour les catastrophes, la surveillance des avions, la navigation et le DTH, le direct to home, donc ça c'est la télévision. Vous voyez, et je suis sûr que j'ai pas tout mis. Il y a un tas d'applications maintenant qui sont faites par satellite. Les communications par satellite aujourd'hui, c'est vraiment la croissance fulgurante des 50 dernières années. Aujourd'hui, on avait en 2017 472 satellites qui étaient dédiés à la télécom. La deuxième application, c'est l'observation de la Terre. Alors là, on a mis pour l'agriculture de précision, les assurances, la gestion des ressources naturelles. Il y a aussi pas mal de satellites d'observation de la Terre qui sont pour des applications militaires. La navigation par satellite, ça j'en parle pas, tout le monde connaît le Global System Navigation. Alors, donc chaque pays maintenant a son propre système. L'Europe aura son système Galileo, les Américains ont le GCS, les Chinois ont le Baidu et les Russes ont le GLONASS. Les lanceurs, on y reviendra, et la science et les vols habités. Là, j'ai mis juste une planche sur les applications militaires parce que je n'aurais pas trop détaillé là-dessus. Sinon, on va vite tomber dans le secret défense. Mais il faut savoir que l'espace, faut pas se leurrer, c'est devenu une nouvelle frontière, un nouveau champ de bataille. C'est-à-dire que les militaires ont vraiment pris conscience ces 3-4 dernières années que l'espace, c'était primordial. Alors, ce qui s'est passé au début, il y a eu 100 pays qui ont signé un traité interdisant la satellisation d'armes dans l'espace. C'est-à-dire que tout à fait au début, les Américains et les Russes sont mis d'accord, on dit on va pas mettre de bombes atomiques dans l'espace. Bon, très bien. Mais tout le reste est permis. Alors, quand je dis tout le reste, c'est les armes anti-satellites, c'est les satellites capteurs, c'est les brouilleurs, c'est tout ce qu'on veut. L'objectif étant de détruire les satellites du voisin. Donc, il n'y a pas d'armes dans l'espace, mais on va tout faire pour détruire les satellites. Sachant que, comme vous avez vu, si vous détruisez les satellites d'un pays, vous êtes sûr de mettre le pays à plat. Parce qu'il n'y aura plus de télécom, il n'y aura plus toutes les applications civiles qu'on a vues avant, elles vont disparaître. Alors, une conséquence de ça, je l'ai pas mis sur la planche, mais il faut savoir que cette année, pour la première fois, les Américains ont créé une force US Space Force, une force spatiale. Auparavant, les Américains avaient une force maritime, la Navy, une force terrestre, une force aérienne, l'US Air Force, et maintenant ils ont créé une nouvelle force qui s'appelle l'US ASF, l'US Space Force, une force spéciale pour le spatial. Donc vraiment, ils prennent ça au sérieux. En Europe, la France a créé un commandement militaire spatial dédié qui va être situé, donc le siège va être à Toulouse cette année également.
j'ai vu qu'il y a 2 semaines, les Anglais faisaient la même chose, un commandement spatial. Donc, pour dire qu'ils prennent ça au sérieux, et c'est vraiment devenir une force dédiée. Les Chinois, on n'en parle pas, mais c'est sûr qu'ils doivent faire la même chose. Donc, le spatial, au niveau militaire, c'est devenu plus que c'est pris très, très, très au sérieux. Les enjeux des acteurs. Quels sont les enjeux? Bon, les enjeux, vous avez vu, il y a des applications multiples, variées, insoupçonnées du grand public. Le grand public ne se rend pas compte, mais ça est devenu des outils indispensables dans tous les domaines. Si tous les satellites s'arrêtaient, vous auriez plus de distributeurs de monnaie, vous auriez plus de GPS, vous auriez même plus de feux rouges qui marcheraient, vous auriez plus de transmission interbanque. Enfin, c'est assez colossal tout ce qui s'arrêterait. Ce qui fait que le contrôle des satellites et donc de leurs applications est devenu un domaine, ce que j'appelle régalien des États, au même titre que le contrôle et l'approvisionnement en électricité. C'est pour ça qu'on parle d'une puissance spatiale, c'est pour ça que les États-Unis ont créé une Space Force, c'est pour ça que les Français prennent ça au sérieux. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment être, je dirais, autonome, il faut que vous maîtrisiez l'espace, vous-même. Les acteurs, bon là j'ai mis quelques-uns, on va y revenir après, les plus connus. Donc les acteurs, en France, vous avez 2 gros constructeurs de satellites, il y en a que 2, Airbus Defence and Space, qui est basé à Toulouse, et Thales Alenia Space, qui est basé à Toulouse également. Ensuite, vous avez Arianespace, que tout le monde connaît. Puis j'ai mis 3 agences, mais il y en a d'autres. European Space Agency, donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le CNES, l'Agence spatiale française, qui a été créée en 62 par le général de Gaulle, et la NASA, évidemment, tout le monde connaît également, l'Agence spatiale américaine. Là, j'ai mis les logos, mais alors donc on va revenir en détail là-dessus. Au niveau des opérateurs, alors, les opérateurs, les grands opérateurs, je vous ai mis la liste là, c'est les opérateurs de télécom, Eutelsat, qui est l'opérateur de télécom français, dont le siège est à Paris, qui a environ une vingtaine de satellites. Intelsat, un opérateur américain dont le siège est à Washington, qui a plus de 50 satellites. SES, l'opérateur luxembourgeois dont le siège est à Betzdorf au Luxembourg, qui lui fait surtout de la télévision, mais qui a aussi plus de 30 satellites, c'est un opérateur énorme. Ensuite, vous avez des opérateurs un peu moins gros, Arabsat, qui est un opérateur arabe, Panamsat, un opérateur américain. EUMETSAT, c'est un opérateur européen pour la météo. Arianespace, qui est un opérateur de lancement. On appelle ça un opérateur, il organise les services de lancement. Les agences, c'est autre chose, c'est des entreprises. Alors, les opérateurs, c'est des entreprises privées, les agences, c'est des entreprises étatiques qui sont le bras armé de la politique nationale spatiale. Donc la NASA pour les États-Unis, le CNES qui a été De Gaulle a très vite compris qu'il fallait une indépendance vous avez l'agence chinoise, Roscosmos, l'agence japonaise, bon, il y a plusieurs agences. Ensuite, j'ai mis l'ITU, qui est l'Organisation internationale de régulation des télécoms. Donc ça, c'est pour les satellites de télécom, c'est une agence qui est à Genève. Ensuite, les industriels, c'est les industriels qui fabriquent les satellites. Donc là, il n'y en a pas 40, il y en a à peu près 5 dans le monde, dont 2 sont à Toulouse, enfin 2 Français. Les 2 Français sont Thales Alenia Space et Airbus Space. Les autres sont américains, c'est Boeing, Maxar, qui est américain, et Northrop Grumman, qui est américain aussi. C'est les 5 gros fabricants de satellites au monde. Chaque fois qu'il y a un appel d'offres pour des gros satellites, vous avez un des 5 ou les 5 qui postulent. Donc, on est quand même assez fiers d'en avoir 2 en France sur les 5. Ensuite, des acteurs que peu de gens connaissent, mais les assureurs. Les assureurs, c'est hyper important parce que quasiment tous les tirs sont assurés. Donc, vous avez une communauté d'assureurs qui assure les tirs. Et c'est des sommes assez importantes, j'y reviendrai. Et les États, bon, évidemment, les États. Donc, c'est les acteurs principaux dans le monde du spatial. Le développement industriel, l'industrie. Alors, quand vous développez un satellite, ça n'a rien à voir avec le développement de l'automobile. Vous faites pas de la grosse production, vous faites du sur-mesure, de la haute couture. C'est des objets qui sont très très longs. C'est entre je dirais 2 à 5 ans pour développer un satellite, entre le moment où le contrat est signé. Et ensuite, c'est un objet qui dure 15 ans en vol. C'est des objets qui sont
chez Thales et chez Airbus, on en livre à peu près 2 ou 3 par an, pas plus. Donc c'est pas de la grosse, c'est même pas de la production. Enfin, c'est de la toute petite production d'objets très chers et très longs à construire. Donc là, je vous ai mis typiquement entre la signature du contrat, vous avez la conception du satellite et l'intégration, ça prend entre 2 et 5 ans. Ça dépend des satellites. 2 ans, c'est le minimum pour un satellite récurrent assez facile à faire de télécom. 5 ans, c'est pour des satellites plus compliqués, genre observation. Donc là, vous avez une livraison au sol. Ensuite, vous avez la phase de ce que j'appelle de campagne de lancement, donc de tir, de mise à poste et de test en orbite jusqu'à l'IOR, qui est l'In-Orbit Acceptance Review. Donc là, vous livrez le satellite en orbite au client, recetté, prêt à marcher. Et ensuite, vous avez une phase de maintien à poste, donc d'opération qui dure environ 15 ans, minimum 15 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Et après, vous avez une obligation contractuelle d'orbiter le satellite. Sur l'orbite géostationnaire, d'orbiter le satellite, ça veut mettre, vous le mettez sur une orbite cimetière qui est environ 300 km au-dessus de l'orbite géostationnaire. Pour les autres satellites, les satellites en orbite basse, vous avez une obligation qu'au bout de 25 ans, votre satellite retombe dans l'atmosphère et se consume dans l'atmosphère. Après, les différents types de contrats industriels. Le premier contrat, le plus simple, c'est un contrat équipement. Donc, vous avez des industriels qui font une partie du satellite, par exemple une antenne, une batterie, ou une partie de la charge utile. Ensuite, si vous montez dans la chaîne de la valeur, vous avez des industriels. Ce que faisait Thales et Ignace tout à fait au début, dans les années 80, c'est la charge utile, c'est-à-dire toute la partie qui est à l'intérieur du satellite, les antennes, les récepteurs, les émetteurs. Ensuite, si vous montez encore dans la chaîne de la valeur, vous avez carrément l'industriel qui vous fournit le satellite complet, c'est-à-dire la charge utile plus la plateforme. Donc ça, les 5 gros que je vous ai cités, ils font ça aujourd'hui. Si vous montez encore dans la chaîne de la valeur, vous avez le segment spatial, c'est-à-dire vous livrez le satellite plus les segments sol de contrôle. Vous faites ça surtout pour les clients un peu nouveaux, qui n'ont pas de sol de contrôle, qui n'ont jamais eu de satellite, donc ils veulent le satellite plus les antennes au sol pour contrôler les satellites plus le centre d'opération. Si vous montez encore dans la chaîne de la valeur, vous avez le contrat de livraison en orbite. C'est-à-dire que plutôt que de dire bonjour monsieur, je vous livre votre satellite dans la cour et après vous vous débrouillez pour le lancer, les gros opérateurs savent le faire, mais les petits opérateurs savent pas le faire. Vous faites une livraison de satellite en orbite, d'où ma fonction. C'est pour ça que j'achetais des lanceurs, c'est pour lancer ce type de satellite. Et donc vous avez le segment spatial plus les opérations de mise à poste et début de maintien à poste plus le lancement. Puis si vous montez encore dans la chaîne de la valeur, ce qu'essayent de faire tous les industriels, de monter dans la chaîne de la valeur, vous avez un contrat système, c'est-à-dire vous livrez le segment spatial, les opérations, le lancement, le segment sur l'utilisateur, vous faites la formation des opérateurs du client, vous faites le maintien en conditions opérationnelles. Vous avez des clients un peu exotiques, par exemple, des pays comme l'Égypte ou le Turkménistan. Tu vois, par exemple, on a livré un satellite au Turkménistan. Bon, vraiment, les satellites des pays qui n'ont aucune connaissance dans le spatial. Ils viennent vous voir, bonjour monsieur Thalès, voilà, je vous fais le chèque, vous débrouillez pour tout faire. C'est-à-dire, vous faites le satellite, vous le lancez, vous me faites la formation des gens, vous faites aussi les premières opérations pendant les 4 premières années, etc., etc. Alors les tendances, cette verticalisation industrielle s'accompagne de plus en plus par une montée dans la chaîne de valeur avec les services d'opération, les lancements ou le MCO. Le MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle. Les services d'enregistrement auprès de l'ITU. Oui, vous avez même des clients. Vous avez des clients qui disent j'ai même pas de position orbitale, c'est-à-dire moi j'aimerais bien avoir un satellite de télécom, mais j'ai rien, quoi, j'ai que l'argent. J'ai même pas été voir si je pouvais mettre mon satellite dans une position orbitale, je me suis même pas enregistré. Donc dans ces cas-là, nous Thales, mais il y a d'autres opérateurs qui le font, on prend des positions orbitales qu'on revend aux clients. Et il y a même aussi une commercialisation des services. Et vous avez des clients qui vous disent moi je veux bien acheter un satellite, mais je peux pas le rentabiliser complètement, c'est-à-dire ça serait bien si vous rachetiez une partie de la charge utile pour commercialiser vous-même. Ça existe. Les opérations, plusieurs types d'opérations. Bon alors là j'ai fait surtout pour les géos. Donc là vous avez une image de la salle de contrôle Jupiter à Kourou où on fait des opérations de lancement. Vous avez la campagne. Donc une fois que le satellite est livré au sol, vous avez une campagne de lancement qui en général dure 30 jours. Donc le client vous dit amenez-moi mon satellite à Kourou ou à Cap Canaveral pour qu'on puisse se lancer. Donc en général, on l'amène 30 jours avant. Donc là, on va détailler. Pendant 30 jours, vous vérifiez le satellite, puis ensuite vous intégrez le satellite sur le lanceur, puis en fait, vous faites les opérations finales de lancement.
Ensuite, une fois que le satellite est lancé et par le lanceur, ça dure à peu près une demi-heure, vous avez la mise à poste. C'est-à-dire que votre satellite, il va pas marcher tout de suite. Et en plus, il n'est pas sur la bonne orbite. Il va falloir réallumer un gros moteur pour le circulariser. Donc ça se fait à peu près, les opérations de mise à poste, ça dure à peu près 9 jours si vous êtes en chimique ou 200 jours si vous êtes en électrique. Alors, la principale différence, c'est que en électrique, le moteur, il pousse quasiment pas. Il pousse très, très, très faiblement. Donc, il faut beaucoup plus de temps. En chimique, ça va très vite. Hein, vous faites 3 poussées. Énorme. Donc là, faut pas se tromper à l'instant de la poussée, mais en 3 poussées, vous circularisez. Ensuite, une fois que vous êtes circularisé, vous déployez les antennes, vous déployez les panneaux solaires, vous mettez tout en route. Donc après, vous faites les tests en orbite. C'est-à-dire pendant 30 à 45 jours, vous testez tous les circuits primaires, les redondances, tout, avant de livrer le satellite au client. Mais ensuite, vous avez le maintien à poste. C'est-à-dire qu'un satellite, il va pas rester tout seul à poste. Vous avez en permanence, vous recevez sur un satellite classique à peu près 10 000 télémesures par minute qui vous surveillent tout sur le satellite. Les températures, l'état des switches, l'état de la charge utile, la position du satellite, tout. 10 000 paramètres qui redescendent toutes les minutes, de manière cyclique. Et vous avez à peu près 2500 à 3000 télécommandes possibles. Pour faire des opérations, de temps en temps, il faut faire des opérations sur l'orbite du satellite, en attitude, etc., etc. Et à la fin, vous avez une obligation d'orbiter le satellite. Donc ça dure quelques jours. Donc la campagne de lancement, voilà, j'ai mis quelques photos. Vous avez l'arrivée du satellite. En général, ça vient par un Antonov, hein, c'est un truc, parce que le conteneur est assez gros. Au milieu, vous avez une photo d'un c'est un ergolier qui remplit le satellite, parce que les satellites qui sont notamment chimiques, on les transporte pas plein, on les transporte vides, et vous transportez les ergols, pas par avion, mais par bateau jusqu'à Kourou, et là, ensuite, vous faites le plein. C'est une opération hyper dangereuse, mais vous faites le plein du satellite à Kourou. Et ensuite, vous avez une photo d'une encapsulation d'un satellite sous coiffe. C'est-à-dire que vous posez votre satellite en haut du lanceur, là c'est le cône que vous voyez en bas, et ensuite vous mettez la coiffe au-dessus, comme une grosse coquille d'œuf. Vous posez la coiffe. Et ensuite, vous avez un petit schéma, une campagne de lancement, vous avez le transport du satellite, le transport des parties de fusée, le transport des moteurs à poules de la fusée. Donc vous vérifiez l'état du satellite. En parallèle, les gens ils vérifient l'état de la fusée. Vous faites le remplissage des ergols. Ensuite, vous avez les opérations combinées, c'est-à-dire les 10 derniers jours. Vous mettez le satellite dans la coiffe, vous la mettez au-dessus de la fusée, vous mettez la fusée sur le pas de tir, vous remplissez la fusée, et après vous démarrez le décompte final. Le décompte final, c'est ce qui se passe dans les opérations quand vous voyez à Jupiter, hein, c'est-à-dire vous avez une sorte toutes les opérations assez complexes qui se font de manière automatique, sauf s'il y a un problème. Et là, dans les problèmes, vous avez le directeur des opérations, et puis c'est un de ses 6 adjoints, dont je faisais partie, qui ont la possibilité de tout arrêter jusqu'à H-3 minutes à peu près. Les mises à poste. Bon, là, c'est pas très clair. Vous avez un centre de contrôle dédié. Vous avez des stations tout autour du monde, parce que le satellite, comme il est sur une orbite, en fait, l'orbite elliptique rouge, ce qu'on appelle l'orbite de transfert. Donc, c'est une sorte d'ellipse qui fait 36 000 km d'apogée et 200 km de périgée. Et là, à l'apogée, vous allez pousser 3 fois de suite pour circulariser à 36 000. Et pour faire ça, vous avez besoin d'un centre de contrôle, des opérations 24/24, très, très complexes, et vous avez besoin de stations de poursuite et de réception de télémesures et d'envoi de télécommande aux 4 coins du monde. Donc, en principe, on en met au minimum 3, une aux États-Unis, une en Europe et une en Asie. Donc ça, c'est des opérations, je dirais, très complexes qui durent, pour la mise à poste chimique, ça dure à peu près 9 jours. 24/24, c'est assez complexe, même très complexe, pour circulariser l'orbite, mettre tout en route. Ensuite, vous avez le maintien à poste. Là, j'ai mis une image d'un centre de contrôle NES. Le maintien à poste, pareil, il vous faut 1 ou 2 stations, un centre de contrôle, et puis aussi, pareil, un simulateur de dynamique. Dynamique de satellite. Le simulateur dynamique de satellite, c'est une sorte d'ordinateur qui simule le satellite, sur lequel on va passer toutes nos opérations, les procédures opérationnelles, on va les tester sur le simulateur avant de les tester sur le vrai satellite en vol. Vous comprenez bien pourquoi. Ah, les lanceurs. Là, vous avez une fusée Proton, qui est une fusée russe, qui est le lanceur
qui a été commercialisé par les Russes. Bon, plus trop maintenant, je vais revenir pourquoi. La situation des lanceurs. Donc là, vous avez une image d'une Delta 4 Heavy, une grosse Delta 4 américaine, qui est commercialisée par ULA. Il y a une compétition technologique des lanceurs, il y a une privatisation du marché, c'est-à-dire vous avez des opérateurs privés qui rentrent maintenant sur le marché, par exemple SpaceX. Vous avez une augmentation du budget de la défense au niveau des lancements. Vous avez aussi une réorganisation des filières, on verra ça avec Ariane Espace, avec Ariane, oui, Ariane. Et puis vous avez une augmentation du budget des agences spatiales au niveau lanceur. Pourquoi? Parce que de toute façon, si vous voulez vous rentrer dans le domaine du spatial, il vous faut un lanceur. Sans lanceur, c'est pas la peine. C'est le début, c'est le démarrage. C'est-à-dire que pour avoir l'autonomie d'une puissance spatiale, il vous faut un lanceur. Petit, gros, moyen, mais il vous faut un lanceur. Alors, les services de lancement. Qui a la capacité de lancement? Quand j'appelle la capacité de lancement, c'est non seulement un lanceur, mais c'est une base de lancement. Il suffit pas d'avoir un lanceur. Vous avez des pays qui font des lanceurs sans base de lancement. Par exemple, l'Italie. L'Italie développe la fusée Vega, qui a eu un échec dernièrement. C'est une fusée italienne qui est faite près de Rome, Colavero. Mais ils n'ont pas de pas de tir. Le pas de tir, il a Kourou, c'est un pas de tir français, même si il est européen, mais il est sur le territoire français. Vous avez des pays qui ont des pas de tir, mais pas de lanceurs. Par exemple, le Kazakhstan. Vous avez Baïkonour, c'est au Kazakhstan, c'est un pas de tir énorme, mais ils n'ont pas de lanceur. Vous avez par exemple la Nouvelle-Zélande qui a des pas de tir aussi, mais ils n'ont pas de lanceur. Donc pour avoir une capacité de lancement, il vous faut un lanceur et aussi la base de lancement. Alors qui a ça? Les USA, l'Inde, la Chine, l'Europe, avec Kourou, la Russie, le Japon, Israël, la Corée du Nord et l'Iran. Alors il y a des pays qui doivent vous surprendre là-dedans, notamment l'Iran et la Corée du Nord. Dans ces pays-là, qui commercialise les lancements? Donc il y en a un certain nombre qui commercialisent. L'USA, l'Inde, l'Europe, la Russie, le Japon et la Chine. Donc ça, c'est les 5 pays que je vais voir, par exemple, pour acheter un lanceur, qui sont possibles, qui commercialisent des services de lancement pour les autres, pour des tiers. Il y avait à peu près 90 lanceurs en service fin 2018. Alors bon, il y a des lanceurs, ça va du plus petit au plus gros. Il y a des lanceurs exotiques, il y a des lanceurs, je dirais, papier. C'est-à-dire des gens qui développent des lanceurs mais qui n'ont jamais volé. Là, vous avez une photo de la fusée qui est développée par Blue Origin, qui est développée par Jeff Bezos. D'ailleurs, c'est la dernière que j'ai achetée l'année dernière. J'en ai acheté une pour Thales. C'est une énorme fusée qui doit faire son vol inaugural l'année prochaine. C'est opéré. Alors, les lanceurs sont opérés par des organisations principalement gouvernementales ou commerciales, comme le SpaceX, mais la plupart, c'est des organisations gouvernementales, comme le CNES, ou comme la NASA, ou comme la NASDA pour le Japon. Fin 2019, il y avait 50 nouveaux systèmes de lancement. Alors, il y a beaucoup de gens qui, en 2018, se sont lancés, des startups qui se sont lancés dans le développement de petits lanceurs. Il y aura peu d'élus, parce que bon, aujourd'hui, quand j'ai démarré dans les lanceurs en 2006, il y avait beaucoup de satellites à lancer, peu de lanceurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a pas énormément de ça. Il y a toujours à peu près autant de satellites à lancer, mais il y a beaucoup trop de lanceurs. Donc, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Et puis, il y a une adaptation au marché émergent, notamment pour les constellations. Par exemple, typiquement, là, la fusée que vous voyez à droite, qui est une énorme fusée, qui a une coiffe de 7 mètres, c'est son spot, c'est-à-dire son marché principal qui captive, ça va être les constellations. Les constellations, vous avez l'objectif, c'est de mettre le maximum de satellites sous la coiffe. C'est pas un problème de masse parce que vous lancez en orbite basse, donc vous avez la puissance, mais il vous faut du volume sous coiffe. Les lancements, quelques chiffres, les tentatives, les échecs en 2019. Vous voyez, la Chine, c'est eux qui lancent le plus maintenant. Longtemps, ça a été les Russes, ensuite ça a été les Américains, et maintenant c'est les Chinois. Les Chinois ont dépassé les Russes. En Europe, on est en 4e position. Après, les types de missions, je vous laisse regarder rapidement, c'est 50% commercial, défense et kiff-kiff, et puis institutionnel. Les USA. Alors, les USA, c'est une suprématie apparente, je dirais. Il y a une lutte acharnée. Vous avez, par exemple, je vous ai mis là, ULA qui développe un nouveau lanceur qui s'appelle le Vulcan, qui avait surtout développé les lanceurs Atlas et Delta. Northrop Grumman qui développe des lanceurs, notamment un lanceur aéroporté, Boeing.
De l'autre côté, vous avez également des SpaceX, donc c'est un lanceur privé américain. Blue Origin, c'est Jeff Bezos qui développe son lanceur. Rocket Lab, c'est aussi une boîte privée qui développe un petit lanceur qui est opérationnel. Et Virgin Orbit. Alors Virgin, ils font pas que des disques ni des librairies, ils font aussi des transports aériens, mais ils font du transport spatial. Donc Branson s'est lancé dans le développement d'un lanceur qui est assez original. J'ai été le voir. C'est un lanceur qui est accroché sous une aile de 747. Donc le 747 décolle et la fusée est lâchée quand le 747 est en l'air. C'est assez original. En bas, vous avez ILS, c'est l'organisation américaine qui commercialise le Proton. Alors bon, ILS est un peu en déclin parce que pourquoi? Parce que ILS c'est une organisation, ça c'est pour l'anecdote. Hein. C'est une organisation américaine dont le siège est aux États-Unis qui commercialise un lanceur russe qui est tiré du Kazakhstan. Vous voyez déjà un peu le micmac. Et en plus, je vous dis pas que sur ce lanceur, il y avait des moteurs ukrainiens. Donc, déjà, entre l'Ukraine et la Russie, il y a un petit peu de l'eau dans le gaz. Entre la Russie et les États-Unis, il y a aussi un peu d'eau dans le gaz. Donc, bon, ils sont pas au mieux de leur forme. Donc, c'est une lutte acharnée. Il y a un marché en croissance, mais insuffisant à la survie de tous. Et puis, il y a une lutte idéologique avec la Chine et la Russie. Là, je parle pas de la Chine parce que la Chine n'est pas sur le marché commercial, mais il développe énormément de lanceurs. Enfin, si, j'en parle après. Bon, quelques types de lanceurs américains. Vous avez l'Alpha, là, c'est le Rocket Lab. Le Launcher One, donc, qui est développé par Virgin. Donc, vous voyez, vous avez le 747 et vous avez une fusée qui est accrochée sous l'aile et qui se détache. Vulcan, qui est un gros lanceur américain, le Falcon 9, bon, tout le monde connaît, c'est la fusée à SpaceX. Le New Glenn, qui est la fusée qui est développée par Jeff Bezos, et la SLS, qui est la fusée américaine développée par la NASA. C'est une fusée, les deux derniers, la New Glenn et la SLS, c'est des fusées qui auront à peu près la performance de Saturne 5. Donc c'est des grosses fusées qui vont faire, la SLS, elle fera plus de 3000 tonnes au décollage. C'est pas rien. Bon, la Russie, vous avez une photo du Proton. Depuis la chute de l'URSS, ils ont pris un retard technologique dans les lanceurs. Ils dépendent de l'Occident pour certains composants. Il y a surtout un problème de corruption en Russie, parce que la Russie, avant la chute de l'URSS, ils tiraient du Kazakhstan qui était en Russie, en URSS. Maintenant, le Kazakhstan est autonome, donc ils ont développé un pas de tir chez eux. Mais bon, ce pas de tir, il a pris des années et des années de retard à cause de la corruption. Et puis, il y a des cadences de lancement et une fiabilité du Proton qui est en baisse. Le problème de la Russie, c'est qu'ils avaient d'excellents ingénieurs, notamment Korolev, qui était l'équivalent de Werner von Braun. Mais ces excellents ingénieurs, ils sont tous partis en retraite et il n'y a pas eu la relève. Il n'y a pas eu la relève au niveau des jeunes. La Chine, c'est typiquement un nouveau leader. Ils mènent leur barque dans l'ombre, mais ils ont un développement spatial qui est colossal, qui est au moins aussi important que ce qu'a fait les USA avec un peu de retard. Mais par exemple, la Chine vient de lancer un rover sur la Lune, là, il y a 2 jours, pour capter des échantillons. Donc, personne n'était retourné sur la Lune prendre des pierres depuis les Américains dans les années 69-70. Ils ont fait 39 lancements en 2018. Ils ont 5 sites de lancement et ils ont une avance discrète mais certaine. Donc, la Chine, ils font la course avec les Américains, même si c'est pas officiellement front-end. L'Europe, il y a eu une transformation industrielle profonde, c'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper les industriels parce qu'avant c'était un patchwork. La fusée Ariane, il y avait 15 pays qui participaient, chacun faisait un petit bout. C'était vraiment un problème. Il y a eu le développement d'Ariane 6 et de Vega C, mais le problème, vous savez, vous savez pas, mais Ariane 6 vient de prendre 2 ans de retard. Le Vega C, c'est le prochain Vega, mais vous savez aussi que le Vega, il a subi un échec il y a 15 jours. L'Ariane 6, je suis désolé, on a beau être pro-européen, mais ça fait de la peine, mais elle sera pas compétitive à sa sortie. C'est premier tir en 2022, mais déjà, elle sera obsolète vis-à-vis de SpaceX. Pourquoi? Parce que Ariane 6 n'est pas réutilisable. Donc, on est en train de développer un lanceur qui est déjà obsolète. Des solutions techniques, technologiques pas innovantes, très coûteuses, trop tardives. Et puis, en plus, il y a une Europe un peu désunie.
C'est-à-dire que la fusée, elle est faite quand même encore avec un peu des morceaux, un peu de morceaux italiens, un peu de morceaux français, un peu de morceaux allemands. Bon, donc il y aura toujours la fusée Ariane, mais bon, j'ai une planche après sur le problème du match Ariane Espace SpaceX, et il est perdu pour Ariane Espace. Les types de lanceurs américains, européens, pardon. Donc aujourd'hui, on a l'Ariane 5, encore 2 ans, hein, et ça sera terminé. Le Soyuz, ça va être terminé, et le Vega qui va continuer. Et ça va être remplacé par le Vega pour les petites charges utiles. L'espace, c'est une prise formidable, qui a été la référence mondiale de 1980 à 2010. J'aurais acheté beaucoup de lanceurs. C'était des gens formidables qui faisaient un lanceur formidable. Le problème, c'est qu'Ariane Espace, ils n'ont pas vu arriver la menace SpaceX, et puis surtout, ils l'ont pas prise au sérieux. Je me rappelle très bien, notamment quand j'avais déjeuné avec Elon Musk, tout le monde se foutait de lui. Les grandes conférences spatiales à Paris, Ariane Espace le prenait très haut en disant SpaceX, vous êtes des rigolos, vous arrivez, vous avez jamais fait de lanceur. Ensuite, quand Elon Musk a dit mais si, mais je vais en faire, bon, ok, mais on va voir. Et puis ensuite, quand Elon Musk a dit je vais faire un lanceur réutilisable, Ariane Espace était mort de rire. Aujourd'hui, SpaceX c'est la référence, c'est la référence. Et Ariane Espace fait la course derrière. C'est la référence parce qu'ils font un tir quasiment tous les 2 jours. C'est la référence parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'Ariane Espace. Alors ensuite, je vous ai fait quelques petites planches pour mon métier d'acheteur. Quand on veut acheter un lanceur, qu'est-ce qu'il faut connaître? La masse et l'objet à lancer, savoir sur quelle orbite on veut le lancer et quand, et connaître la taille du satellite. Évidemment, il faut que ça rentre dans la coiffe. Et puis prendre une assurance ou pas. En principe, tout le monde prend une assurance. Vous pouvez être joueur et pas la prendre. Si vous prenez pas, quand vous lancez, vous avez à peu près pour 150 millions, disons 100 millions de satellites et 50 millions de lanceurs, 150 millions d'euros. Vous allumez le pétard, une demi-heure après, ça marche ou ça n'a pas marché. Vous pouvez vous assurer, ça va vous coûter Voilà, les plus grands joueurs, c'est ceux qui s'assurent pas. Hein. Vous pouvez gagner 7,5 millions en une demi-heure ou perdre 150. C'est un peu plus joueur qu'au casino. La règle de sélection d'un lanceur quand on va acheter un lanceur. La première chose à faire, c'est de savoir s'il y a des règles ITAR. ITAR, c'est International Trade Arm Regulation. C'est des règles qui vous font que les Américains vous interdisent de lancer certains satellites sur des lanceurs chinois notamment. Donc déjà, les lanceurs chinois, c'est terminé. J'en ai acheté quelques-uns, mais c'est fini, on peut plus le faire. Les performances, bon évidemment, si vous avez un gros satellite, il faut un gros lanceur, un petit satellite, un petit lanceur, ça va suffire. La taille de la coiffe, faut que votre satellite, notamment pour les constellations. Les contraintes politiques, vous pouvez avoir des contraintes politiques, c'est-à-dire vous avez des clients qui vous disent, moi je veux lancer des États-Unis ou de l'Europe, mais je veux pas lancer de Russie. Les disponibilités, il faut que le lanceur soit disponible. Quand vous lancez un contrat de lancement, vous dites je veux lancer telle date dans 2 ans par exemple. Il faut être sûr que le lanceur il soit là, hein, que vous ne soyez pas obligé d'attendre 6 mois. La fiabilité, c'est évident. Si vous choisissez un lanceur, il faut qu'il soit fiable. C'est un peu le problème du Proton, c'est-à-dire que vous avez une chance sur 2 qu'il aille à l'eau, vous n'allez peut-être pas le prendre. Et puis enfin le prix. Pour les petits satellites ou les constellations, vous avez d'autres problématiques qui sont les tirs dédiés ou partagés. C'est-à-dire que là, comme les satellites sont petits, par exemple les satellites d'1 kilo, vous n'allez pas acheter un lanceur complet, vous allez partager. Donc là, la problématique, c'est pas le prix, c'est souvent qu'il faut attendre que le lanceur soit complet. Le coût du lanceur pour les petits satellites, c'est un facteur important au niveau proportion. Il y a une multitude de clients. Et puis pour les constellations, la problématique principale, c'est la taille de la coiffe pour mettre le maximum de satellites dans la coiffe, pour avoir le moins de lancements possible. Les bases de lancement. Là, je vous ai mis le rapport de Boni qui a été édité en février 64 par le CNES pour le choix de la base de Kourou. Comment a été choisie la base de Kourou? Sur quels critères? Là, je vous ai mis tous les critères qui sont dans le rapport par ordre décroissant d'importance. Le premier critère, c'est la latitude. Plus vous êtes près de l'équateur, mieux c'est pour un satellite géostationnaire. Il faut savoir que Kourou, c'est la base la plus proche de l'équateur, donc c'est nickel. Ensuite, les dimensions, il vous faut un terrain énorme. C'est quand même la base de Kourou, c'est 30 km sur 60 km. Baïkonour, c'est encore plus grand. Il vous faut une stabilité. Stabilité politique, stabilité du territoire. Une sécurité, bon évidemment, il faut que cette base soit, parce qu'il y a quand même un enjeu stratégique, c'est comme une base militaire, il faut que ça soit défendable. Il vous faut avoir des moyens de poursuite, donc des endroits où vous pouvez mettre des stations pour suivre le lanceur, ce qu'on appelle les moyens de poursuite, plus
des moyens logistiques, un aérodrome, un port. Bon, là, c'était pour Kourou spécialement, il faut pas que ça soit trop loin de l'Europe. L'implantation, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit sur un endroit pas trop marécageux, assez plat, pas en pleine montagne. Il ne faut pas que vous soyez sur un terrain sismique, il ne faut pas qu'il y ait d'ouragan ni de tremblement de terre, c'est un peu embêtant. Puis enfin, le vie main-d'œuvre télécom. Quand vous avez fait tout ça, moi j'ai le rapport de Bonny chez moi ici, il y avait une dizaine de choix possibles. À Kourou est arrivé en tête avec tous ces critères-là. Vous mettez une pondération. C'est pour ça qu'on a choisi la Guyane. Les 3 principales bases de lancement au monde sont Kourou, Baïkonour, Cap Canaveral. Donc là, vous avez une photo en haut à gauche de Cap Canaveral, la plus connue. Kourou à droite et en bas Baïkonour. C'est les 3 plus grandes bases de lancement. Je parle pas des Chinois, c'est un peu spécial. La meilleure des 3, c'est Kourou. C'est Kourou, pourquoi? Parce que c'est la seule base de lancement au monde qui est capable de lancer dans toutes les directions, qui sont principalement la direction géostationnaire ou la direction polaire. Les Américains ont une base pour le géostationnaire, une autre base pour le polaire, qui est à Vandenberg. Les Russes, c'est pareil. Ils ont plusieurs bases parce qu'ils peuvent pas tirer. Et puis en plus, les Russes, ils sont en latitude 52 degrés nord, donc c'est très très mal placé pour tirer des satellites géostationnaires. Donc Kourou, c'est vraiment un emplacement idéal. C'est pas pour mettre des lauriers, mais c'est vraiment la meilleure base au monde en termes d'implantation. Bon, là, il y a une petite image de Kourou pour vous montrer que c'est quand même un truc. C'est une base, c'est énorme, et c'est pas seulement un pas de tir. Vous avez un centre technique, vous avez des installations météo, des installations des pas de tir pour différents lanceurs. Vous avez un pas de tir différent, un pour le Vega, un pour le Soyouz, un pour l'Ariane. Vous avez des usines de propergol chimique. Vous avez des moyens de poursuite, des moyens de localisation, etc., etc. Donc, pour une base de lancement, il vous faut tout ça. Et si possible, pas trop rapproché, parce que si le lanceur explose sur le pas de tir, vous allez avoir des gros problèmes. Donc, il faut beaucoup d'espace. J'accélère un peu, j'ai presque fini. Les débris, je voulais quand même pas terminer sans parler des débris, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Là, je vous ai mis une image de Gravity. Pour ceux qui sont cinéphiles, vous avez certainement dû voir le film de Gravity. Donc, Gravity, c'est l'histoire d'un débris qui heurte un satellite géostationnaire et qui crée une multitude de débris. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler, ce qui fait que vous créez une multitude de débris qui eux-mêmes vont rentrer en collision avec d'autres satellites, et ça fait effet boule de neige, le syndrome de Kessler, donc Gravity. On est quand même dans une situation un peu alarmante. Là, je vous ai mis une image, un peu grossie des débris, mais vous avez aujourd'hui plus d'1 mètre, vous avez 5400 objets, 34 000 de plus de 10 cm, 900 000 de plus d'1 centimètre et 130 millions de plus d'1 millimètre. Alors, tout ce qui est plus de 10 cm, c'est suivi par le NORAD, c'est-à-dire l'organisme américain qui vous suit tous les objets. Mais il faut savoir quand même que pour un objet le problème des débris, c'est l'énergie cinétique. C'est pas trop la masse, vous pouvez passer à travers. Mais si jamais vous prenez un débris, l'énergie cinétique d'un petit débris qui fait 1 millimètre, un débris va 30 fois plus vite qu'une balle de Kalachnikov. Ça va quand même à 28 000 km/h. Si vous en prenez un dans votre satellite, ça va faire grave. Si vous en prenez un qui fait plus d'1 centimètre, votre satellite est mort. Et si vous en prenez un de plus de 10 centimètres, alors là, c'est vraiment la catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du problème des débris, mais bon, on n'a pas vraiment pris de mesures. Les seuls qui prennent des mesures, c'est l'ISS qui fait régulièrement, tous les 2-3 mois, des manœuvres d'évitement de l'orbite pour éviter de se prendre un débris. Mais bon, un jour ou l'autre, on va aller à la catastrophe. J'ai fait un petit historique des collisions. Il n'y en a pas eu tant que ça. En 91, pardon, il y a eu un satellite qui est rentré en collision avec un autre satellite. Alors c'était russo-russo, entre Russes. En 96, c'est assez marrant, c'est une collision franco-française entre le satellite militaire français Cerise et un réservoir de fusée Ariane lancé 10 ans plus tôt, qui était V16. D'ailleurs, j'étais aux opérations à Kourou pour ce lancement. Et vous avez une image là. Ce débris, il a cogné, il a détruit le boom qui était en bas du satellite. Le satellite n'était pas gros, mais bon, détruit complètement. Ensuite, vous avez des collisions en 2005. En 2007, il y a eu un gros problème. Il y a une destruction volontaire par la Chine d'un satellite météo en panne grâce à un missile. Ils ont fait un essai de missile anti-satellite. Le problème, c'est que
ils ont détruit volontairement un de leurs satellites, ça a créé 2500 débris supplémentaires. C'est une catastrophe. Les Américains ont fait la même chose en 2008, et ensuite il y a eu en 2009 la dernière collision, c'est en 2009 entre un satellite de télécom, Iridium, et un satellite russe. Là, vous avez une évolution du nombre de débris, et vous regardez, alors c'est les débris qui font plus de 10 cm. Vous voyez, vous avez notamment une grosse marche d'escalier, là, vous avez une sorte d'Irak, là, bah, c'est la destruction du satellite chinois qui a créé 2500 débris. Vous avez sur le camembert le type de débris que vous avez. Bon, certains c'est des étages de lanceurs, mais la plupart c'est des fragments, des fragments de satellites ou c'est peu de satellites en fonctionnement, de satellites abandonnés. Mais bon, bah ça augmente régulièrement. Ça augmente régulièrement. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur les débris. Pour terminer, parce que je vois qu'il est 8h moins 20, bah, le futur proche. Les défis à venir, la propulsion interstellaire. Aujourd'hui, on a un gros problème. Au niveau de tous les lanceurs, on est limité au niveau propulsion, en gros, à 28 000 km/h. On n'a pas. L'idéal, ce serait d'atteindre la vitesse de la lumière. Bon, on n'en est pas là, mais entre la vitesse de la lumière et la propulsion d'aujourd'hui, je pense qu'il y a d'énormes progrès à faire. Si on va aller, par exemple, pour aller sur Mars, il faut 6 mois aujourd'hui, parce qu'on n'a pas une propulsion suffisante. Station-service orbitale, ça c'est l'avenir. Elon Musk est en train de développer une station-service pour ravitailler les fusées en l'air. La colonisation lointaine, bon c'est Mars ou la Lune, et des réglementations plus contraignantes pour les débris. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, les débris. Chacun fait ce qu'il veut. Premier arrivé, premier servi. Les domaines qui vont également se développer, l'intelligence artificielle au niveau des satellites, les réglementations, la militarisation de l'espace, ça on n'y coupe pas, on est déjà en plein dedans. La surveillance, et les applications bord. Voilà, là vous avez une photo de Starship, qui est le vaisseau spatial de SpaceX pour aller sur la Lune. Et ben, j'ai fini ma présentation, donc je suis prêt à répondre à vos